Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une quatrième vidéo consacrée à Myth, dont le sujet va être nos ennemis, qui sont aussi appelés les ténèbres, qui ne sont pas incarnés, il n'y a pas, enfin pour l'instant en tout cas, et le tour des ténèbres, donc ce fameux tour dont je vous ai déjà parlé juste avant, qui ne se déclenche que quand le compteur de points d'action arrive à 6 et qui, à ce moment-là, interrompt le tour en cours, qu'il ait été déclenché pendant le tour des héros ou pendant la phase de bilan via l'augmentation un petit peu automatique qui se fait à chaque fois que les héros passent. Je vais commencer par vous parler des différents rangs de monstres. Alors, en vous montrant un petit peu les cartes, vous avez 5 rangs de monstres différents. Je vais vous décrire précisément comment on lit les cartes. Si vous voyez sous le nom de la créature, il y a marqué errant. Vous avez un type, ça c'est l'espèce de race à laquelle ils appartiennent. Donc impie, c'est unholy en anglais. Sont les morts vivants. Ils font partie de ce groupe-là. Il peut y avoir tribal, c'est pour l'équivalent des orques, entre guillemets. Des rats, bon, il y a des élémentaires, il y a 6 races différentes dans le premier Kickstarter. Ensuite, vous avez rang 2 points sbires et juste en dessous, la classification. Donc, je vous ai dit, il y a 5 types de monstres différents. Le premier type, c'est 5 rangs différents. Le premier, ce sont les sbires. Donc, ils font partie d'un peuple, ils sont générés par ce qu'on appelle des antres. Donc, ces espèces de structures qui vont tous les tours faire apparaître des monstres. Je vais vous l'expliquer plus précisément. Ce sont les plus faibles de tous les monstres. Ils n'ont généralement qu'un seul point de vie, une seule petite attaque, et ils ont très peu de pouvoirs spéciaux. Toutes ces cartes monstres sont recto-verso. Pour des raisons pratiques, j'ai dupliqué la carte et vous voyez le verso de l'autre côté. Ces monstres-là peuvent avoir des capacités. Ceux-là, en l'occurrence, sur la partie haute, il n'a aucune capacité spéciale. Ils sont juste des monstres normaux. Certains sbires ont quand même des capacités. Juste en dessous, vous voyez les renforts. Le renfort initial, c'est quand vous placez un antre uniquement en mode aventure. Vous devez placer, suivant le nombre de héros, un certain nombre entre 5 et 8, vous voyez, un certain nombre de sbires autour de l'antre. Quand vous jouez en mode module, tout est déjà choisi, tout est déjà préconstruit, sachant que les modules peuvent ou ne pas suivre ces contraintes, on s'en fiche, puisque c'est une histoire qui a été créée de toutes pièces, exprès pour. En dessous, vous avez renfort standard, c'est quand il y a un antre, uniquement quand il y a un antre, et que la carte que vous avez piochée, la carte ténèbres, vous indique de faire un renfort standard, 3 errants de mêlée et 1 errant distance. Bon, mêlée et distance, parce que ce monstre-là, si vous regardez bien, existe en deux versions, mêlée et distance. Bon, voilà. Je vous décrirai ça juste après. Deuxième type de monstre, les capitaines, qui appartiennent à un type également. Bon, j'ai oublié, excusez-moi, le renfort lourd, qui a été écrit toujours sur la carte du sbire, 1 errant de mêlée et 1 sans âme. Donc le sans âme, c'est le capitaine de la race. Donc il y a un capitaine par race. Ils sont généralement plus forts, ils font 4 cases, je crois tous. En tout cas, sur le premier Kickstarter, ils font tous 4 cases. Ils sont un peu plus forts, ils ont généralement 3 points de vie, certes, il y en a un qui a 5 points de vie, mais bon, ils ont tous plus de 1 point de vie. Ils sont un petit peu plus forts, voilà. Vous avez également, donc ça, ces deux types-là sont générés par les antres. Le troisième type sont les mini-boss qui appartiennent à l'un des types précédents. Donc par exemple, si vous avez un mini-boss de type impie, hop, par exemple lui, je vais plutôt utiliser lui pour l'exemple. Donc Yardou, qui est le mini-boss fourni dans la boîte de base, quand vous devez savoir combien de points d'action
rajouté à la progression des ténèbres pendant la phase de bilan, donc je rappelle la première étape de la phase de bilan, et ben il compte avec son type. Si le mini-boss qui est apparu appartient à un autre type, bah, il faut le compter en fait, il faut le compter comme un type à part. Donc par exemple si j'ai des errants, des sans âme et Yardou sur la même tuile, on ne rajoute qu'un seul point, et uniquement eux, on ne rajoute qu'un seul point pendant la phase de bilan, au début de la phase de bilan, hein, je le rappelle, je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, à la fin, autour de la fin de la vidéo numéro 2. Ces mini-boss là sont beaucoup plus forts, vous voyez, Yardou, il faut 2 succès à 8+, pour le toucher, il a 9 points de vie, il fait beaucoup plus mal, il a donc une attaque, un dégât par succès, dont je vous ai parlé juste dans la vidéo précédente, que je vais les redécrire bien ici, et ils ont généralement toute une catégorie en bas spéciale qui n'est pas vraiment une formule de destin comme celle des héros, qui se joue un petit peu de manière particulière. Je vous le présenterai tout à l'heure. Ce mini-boss là est généralement généré par la partie événement, hop, vous voyez tout en haut, événement de ces cartes là. Ou par certaines très rares cartes ténèbres dans la partie renfort tout en bas. Je crois qu'il y en a une ou deux dans tout le paquet de 90 cartes qui existent déjà. C'est très rare, enfin 2 je pense. Voilà. Ensuite, alors c'était pas la carte que je voulais mettre. Ensuite, excusez-moi, hop, et là vous avez un aperçu exclusif du mini-boss d'une des boîtes, une des 2 extensions de Journeyman. Hop, c'est fini. Ensuite, il y a les agents. Donc les agents, comme ceux-ci, sont des mini-boss, sont considérés comme des mini-boss en fait. Ils peuvent, quand on vous dit de faire apparaître un mini-boss au hasard, vous faites apparaître tous les mini-boss, enfin vous mélangez toutes les cartes de mini-boss, plus les cartes d'agents, et vous en piochez un au hasard. Ils ont aussi des très bonnes caractéristiques, ils sont assez forts, etc. Il n'y a pas de différence mécanique sur vraiment la carte. Il peut y avoir des agents, des mini-boss plus puissants que les agents, moins puissants. Voilà. En revanche, il y a une différence de taille. C'est que ces mini-boss, ces agents-là, viennent avec une carte. Bon, ça, c'est le mini-boss de l'autre. Excusez-moi, je dévie. Viennent avec une carte héros. Si vous avez, la personne qui arrive à achever un agent peut lui prendre sa carte et la mettre dans son paquet. Contrairement aux échanges de cartes liées à l'expérience, cette carte-là vient en plus de vos 25 cartes. C'est assez, je l'avais esquissé lors de la première ou de la deuxième vidéo, je ne sais plus. Mais vous pouvez avoir plus de 25 cartes, c'est le seul moyen, ces fameuses cartes agents. Ces cartes peuvent être puissantes, peuvent être inutiles pour certains. Bon, ça dépend un petit peu de l'agent. C'est un peu sa technique secrète à lui. Alors, introduit dans le livret de règles de Journeyman, il y a une nouvelle règle qui dit que en mode aventure, à chaque fois que vous commencez une nouvelle tuile, chaque héros qui possède une carte agent, pour chacune des cartes agents qu'il va lancer, il lance un dé de destin. Donc les fameux dés avec les symboles. S'il a la malchance de tomber sur son symbole qui est indiqué sur sa plaque, donc vous voyez le soldat, juste en dessous du D10, il a le symbole de rage. Donc s'il fait son symbole, en plus de tous les monstres qu'il y a à placer, on place l'agent. Cet agent-là ne va attaquer que ce héros-là uniquement. Il ne peut attaquer que ce héros-là. Soit vous arrivez à le vaincre et là, il n'y a pas de souci. Soit c'est lui qui arrive à vaincre le héros. Il vient et en gros, il met hors combat le héros s'il arrive à le faire. Et il récupère sa carte et il se barre. Et il disparaît, hop, pouf, comme par magie, il disparaît. Donc c'est une espèce de mécanique pour faire intervenir un petit peu plus les agents, en tout cas en mode aventure.
Attention, ces agents-là ne viennent qu'avec un seul exemplaire de la carte et c'est pas fait pour être photocopié, c'est vraiment, il peut y avoir qu'un seul héros qui possède la carte de cet agent-là. Ce sont des cartes, alors je sais, je vais être très franc, je sais plus où je les ai rangées. Hop, je ne sais plus où je les ai rangées. Donc là, c'est plein d'agents différents, vous voyez. Je sais plus où, dans quel tas de cartes je les ai rangées, mais ce sont des cartes qui ressemblent à 100% à ces cartes-là. Sauf que au lieu du symbole du héros, tout en haut à gauche, les deux épées, c'est le soldat. Vous avez une sorte de crâne, pardon, qui représente ces héros-là. Ensuite, je vais vous montrer, hop, les cartes de boss. Hop. Hop, je vais agrandir un petit peu ces cartes-là. Les cartes de boss ne sont pas uniques. Un petit peu comme dans les MMORPG, ils viennent en plusieurs étapes. Donc si vous regardez ici, juste sous le nom de Bones, vous avez étape 1 et étape 2. Ces boss-là sont très forts, bien entendu. Hein. Ils sont aussi de type impie. Une fois que vous arrivez à lui faire perdre ses 10 points de vie, eh ben, il faut sortir sa deuxième carte et il faut lui refaire, lui, de nouveau 10 points de vie. Donc les boss viennent avec un nombre de cartes très variées. Ça peut être 2, il y a même un boss qui a jusqu'à 5 cartes, 4 ou 5 cartes, le rat. Avec des espèces de cycles où il se cache un tour sur 2, enfin il se planque, etc. Ok, maintenant je vais vous expliquer tous les éléments en partant des plus simples aux plus compliqués. Donc en haut à gauche, on en a parlé, c'est le seuil de réussite de défense. C'est pour le toucher lui. Donc c'est pas quand lui il attaque, c'est quand on l'attaque lui. Combien il faut faire, le seuil minimum pour le blesser. Le chiffre dans la goutte de sang sont ses points de vie, enfin sa vitalité, techniquement en jeu. En haut à droite, c'est son mouvement. Au début de son tour, il va pouvoir faire 2 cases de mouvement. Sachant qu'ils ne font jamais d'action hors combat. Hein. Les monstres ne font jamais d'action hors combat. Juste en dessous, c'est le même symbole que pour les héros. C'est la valeur de courage. Un héros pourrait jouer une carte ou un effet ou avoir un équipement qui dit que pour pouvoir l'attaquer, le monstre doit réussir un test de courage. On voit bien que les morts-vivants, le courage, ils n'ont pas de problème. Sur 2 ou plus, ils vont réussir. Mais par exemple, un homme-rat pourrait avoir beaucoup moins de ça. Si vous regardez les mini-boss, ils n'ont aucune valeur, et les boss et les agents n'ont pas de valeur de courage. Vous voyez? Ils ont uniquement du mouvement, enfin leur seuil de réussite de défense, leur point de vie et leur mouvement. Donc ils réussissent systématiquement tous les tests. Ensuite, vous avez donc le type, qui n'a pas d'impact à part pour le fameux point à rajouter pendant la phase de bilan. Son rang et la classification. Vous avez 3 classifications qui existent: instinctif, intelligent et mort-vivant. Ça sert principalement à savoir, l'ordre dans lequel ils sont activés. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des sbires instinctifs, intelligents et mort-vivants, ils sont on résout leurs actions dans cet ordre-là. Ça a un autre impact, c'est que ça change un petit peu leur façon de se déplacer. J'expliquerai tout à l'heure. En gros, les instinctifs, dès qu'ils vont tomber sur leur cible, ils vont pas pouvoir s'empêcher de taper. Donc ils vont gêner un peu ceux qui viendront derrière. En revanche, les monstres intelligents, ils peuvent faire le tour. Ils sont pas cons, ils vont pas empêcher leurs alliés de taper. Donc les monstres instinctifs sont légèrement moins puissants, moins dangereux en tout cas, que les monstres intelligents. Les morts-vivants jouent comme les monstres instinctifs, donc ils sont cons, ils s'arrêtent à la première cible, mais ils jouent en dernier quand il y a une égalité quand il y a plusieurs classifications, pas type. Voilà. Ensuite, vous avez les lignes d'attaque. Donc comment on les lit? Là, ce sont 2 monstres différents, soit les monstres de mêlée, soit les monstres de distance. Donc un mêlée lance un des 10. Alors le chiffre qui est juste derrière, c'est le nombre d'attaques qu'il va faire, et chacune de ces attaques, le nombre de cibles. Donc lui, il fait une attaque sur une cible. Et il réussit à toucher sur un 7 ou plus. Il fait 1 de dégâts, portée 1.
Il n'y a rien de plus bête. Son attaque à distance a 2 de portée pour la version du monstre qui attaque à distance. Juste à droite, les priorités. Ça, je vais bien rentrer en détail, c'est très très important pour l'IA. Qui est-ce qui va essayer de taper en premier? Juste en dessous, il y a le chiffre 2 qui est dans l'espèce de rond de jeton de poker, plus ou moins, enfin l'espèce de cible. Ça sert pour savoir si les monstres vous considèrent comme une menace ou pas et s'ils s'activent. Ça sera le point que je vais aborder juste après. Je vous l'expliquerai. Ok, c'est fini pour une classe, une carte de base. Ensuite, vous pouvez avoir des différences. Par exemple, ils peuvent avoir des pouvoirs. Si vous regardez juste au-dessus de distance, lui, il a résurrection. Donc c'est expliqué au dos de la carte. Résurrection 2 points. À chaque fois qu'un sbire impie est vaincu, lancez un DD sur un résultat de ténèbres. Le sbire récupère immédiatement toute sa vitalité et n'est pas vaincu. Donc ça peut être des bonus pour lui, des bonus pour d'autres monstres, des malus pour les autres. Il y a tout, il y a vraiment des dizaines de pouvoirs suivant les monstres. Juste en dessous, donc lui il attaque à distance, il lance 2d10, il lance en plus de ces 2d10 un dé de destin. Donc et il attaque il fait 2 attaques sur une cible, donc sur la même cible. Il va lancer 2 fois ses dés d'attaque, donc il va lancer 2 fois 2d10. Et on les lance séparément, c'est très important, parce que si il va lancer d'abord 2d10, s'il obtient au moins un 5 ou plus, parce que vous voyez juste à droite c'est marqué 5, un 5 ou plus, il va toucher, il va faire un de dégâts. Ensuite on va faire la deuxième attaque, s'il fait au moins un 5 ou plus, il fait un de dégâts. Pourquoi on les sépare? C'est que si jamais vous lanciez 4 dés en même temps et que vous fassiez seulement 2 succès, on ne sait pas s'ils étaient attribués à la première attaque ou à la deuxième attaque. Donc il faut absolument séparer les attaques pour savoir d'où ça vient. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il lance un des dés. Généralement, vous ne le lancez que si l'attaque est réussie. Donc vous lancez vos 2 dés. S'il réussit, vous lancez un des dés. Et ça marche cette formule-là fonctionne exactement comme les formules de dessin de vos objets. On ne peut les activer qu'une fois, sauf si c'est précisé le contraire dedans. Et si vous obtenez le résultat sur le DD, et par exemple le résultat ténèbres, celui-là, le noir là que vous voyez, c'est le résultat ténèbres, et ça inflige malédiction 1 à la cible de l'attaque. Voilà, rien de spécial d'autre. Maintenant, donc, vous voyez, ça c'est exactement pareil. Il a, en plus de tout ça, si vous voyez tout en bas, il a des immunités. À terre, c'est une des fameuses conditions dont je vous ai parlé. C'est, il va pas pouvoir jouer. Ces boss-là, ces mini-boss-là, où il y a des boss, etc., celui-là, vous pouvez pas le mettre à terre. Il est trop fort pour vous, il est trop puissant. Vous ne pouvez pas le mettre à terre. Sauf si vous avez un effet qui arrive à, bien entendu, annuler les immunités, comme un des objets que je vous ai montré lors de la vidéo précédente. Donc lui, il attaque en mêlée, il lance 4 d10, il fait une attaque sur une cible, il va obtenir un succès pour chaque 4 ou plus, et lui fait un dégât par succès. Donc il peut lancer 4 dés et vous faire 4 points de dégâts. Portée. Voilà. Ensuite, c'est ça qui va changer par rapport aux autres monstres. Vous avez une ligne spéciale, et avec marqué 4 DD. Ces dés-là vous voyez, ils ne sont pas intégrés dans la ligne d'attaque. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui sont hyper importants. Lui, en gros, il va se déplacer, il va faire son attaque, et ensuite, il va faire son spécial. Vous prenez 4 dés de destin, vous les lancez. Vous regardez s'il peut faire sa ligne la plus complexe, c'est-à-dire la plus en bas par rapport à la carte. S'il obtient un foie et un ténèbre, vous allez déclencher l'aura nécromantique. Pour savoir ce que fait l'aura nécromantique, c'est écrit au dos. Aura nécromantique, ça doit être écrit au dos. Hop. Et j'ai un... Ah oui, c'est parce que j'ai 2 cartes. Tout va bien. Aura nécromantique. Un sans âme apparaît sur une case adjacente à Yardou. Donc il fait apparaître des sans âme, donc des capitaines à 3 points de vie. Il est fort. Et ensuite, vous remontez les dés que vous utilisez pour déclencher une de ces capacités sont consommés. Alors là, ça vous paraît idiot parce qu'il a 3 symboles différents. Mais par exemple, si au lieu du foie,
donc le premier symbole avec la bougie, il avait un rage, et ben s'il obtient un rage, un ténèbre, il fait le deuxième, et il lui faut un deuxième rage pour pouvoir déclencher le chagrin du pêcheur qui est juste au-dessus. Voilà, donc les dés sont consommés exactement comme les héros. Ça fonctionne exactement pareil. Ensuite, pour les mini-boss et les agents, ça fonctionne strictement pareil. Sauf que les agents n'ont pas de type. Ils comptent pour 1 point. Si vous regardez tout en haut, il y a rang agent. Il n'a pas de type comme le mini-boss. Ils ajoutent un point d'action pendant chaque phase de bilan, s'ils sont encore en vie, bien entendu. Ils ne sont pas associés vraiment à une race. Ils ne sont pas liés, ce sont des agents libres des ténèbres. Ensuite, vous avez les boss qui ont 2 éléments qui vont changer, enfin 3 éléments. Déjà le numéro de l'étape, donc il faut toujours commencer par l'étape 1. Ensuite, un nombre de crânes qui n'ont pas de fonction de jeu, c'est juste un indicatif relativement vague, j'allais dire, de la puissance. Donc celui-ci, c'est pas un boss de début, même si, bon, moi je le trouve personnellement pas très puissant. Donc il va lancer, lui, par exemple, 3d10, dégâts 6. Donc s'il obtient au moins 1, 4 ou plus, il fait une attaque sur une personne. S'il fait au moins 1, 4 ou plus, bam, il fait 6 de dégâts. Il a 2 de portée parce qu'il a des grandes armes, des grandes épées. Si vous voyez un jour la figurine, vous comprendrez. Ensuite, il lance 5 DD. Après son activation, il lance ses 5 DD et il fait des pouvoirs également. Il a beaucoup plus d'immunité qu'il est misé à la malédiction, au poison, et il ne peut pas être mis à terre. Et il a également, si vous regardez tout en bas à droite, des symboles de points d'action, comme les cartes de héros. En fait, les boss rajoutent plus d'1 point quand on passe, donc pendant la phase de bilan. Bah lui, en étape 1, il rajoute 2 points. Lui, il rajoute aussi 2 points en étape 2. Vous pouvez aussi avoir des pouvoirs associés aux attaques. Si vous regardez son attaque de mêlée ici, il lance 4d10. Il fait une attaque sur point d'interrogation. Voilà. C'est marqué dégâts 1 par succès, portée 1 et tourbillon de lame. Si vous regardez hop, au dos, tourbillon de lame, je pense qu'il va cette attaque cible tous les héros à portée. Donc il va cibler tous les héros à portée. Donc c'est violent. C'est très fort. Donc ce que je vous disais sur les symboles communs, vous voyez son neurone nécromantique à lui, il a 1 fois un ténèbre, 1 fois un ténèbre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller du plus complexe, c'est-à-dire de la plus basse, la ligne la plus basse, et on remonte pour savoir lesquels il va exécuter. Ce ne sont pas les joueurs qui vont choisir lesquels. Ok, c'est enfin fini pour tout ça. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe quand on pioche une carte ténèbres. Donc, quand un tour des ténèbres se déclenche, la première chose à faire, c'est de regarder s'il y a des monstres actifs sur la tuile. Alors, si on est très loin des monstres, ils peuvent ne pas vous considérer comme une menace et ne pas agir pour l'instant. Comment ça fonctionne? Alors, il faut s'il n'y a pas de monstre actif, aucun monstre actif, ça peut être aucun monstre actif réellement ou aucun monstre sur la tuile, on ne pioche même pas la carte des ténèbres, le tour se termine immédiatement, c'est fini. Ensuite, pour savoir si si un type de monstre est actif, la première chose à savoir, si j'ai attaqué au moins un monstre de ce type, donc c'est bien marqué type impie, sur cette tuile là, ils sont actifs tous, ils gueulent, ils disent voilà machin, vous pouvez pas en taper un, courir et en faire venir qu'un comme on fait dans les MMO. C'est pas possible. Si vous en tapez un, ils sont tous actifs, ils vous considèrent tous comme une menace et ils vont tous pouvoir jouer. Ça sert principalement, comment ça marche? Par exemple, on dit qu'on les a pas tapés, qu'on est dans la configuration de départ qui ressemble à quelque chose comme ça, de mémoire. Hop, lui il est ici, bon on s'en fiche. Les monstres ont une valeur, donc la fameuse valeur qui est en bas à droite de la carte. Les errants vous détectent à 2 cases, les sans âme vous détectent à 4 cases. C'est pas tout à fait vrai. Donc là, de base, je suis 1, 2, 3 cases.
1, 2, 3 cases. Je pourrais aller jusque-là sans qu'ils me détectent. Eux, ils me détectent à 4 cases, mais je suis à 1, 2, 3, enfin bon, je suis largement plus. Sauf que c'est pas exactement, enfin c'est pas uniquement cette valeur-là. À cette valeur-là, donc ces 2 cases, il faut ajouter ma menace. Si j'ai engrangé de la menace avant, eh ben, ils vont me détecter à 4, donc je suis à 4, et 2, 6 cases. Donc là, ils me détecteraient, ils seraient actifs. Ça, c'est une procédure qu'on ne fait qu'au tout début des tuiles. Ça paraît fastidieux, entre guillemets. En fait, vous allez surtout... Pourquoi? Parce qu'une fois que vous les aurez tapés, ils vont vous tabasser. Enfin, ils vont réagir. En revanche, ça marche que pour ceux du même type. Vous pourriez tout à fait avoir 2 types de monstres différents et tenter de n'en taper qu'un, de ne pas vous approcher et d'essayer de ne pas activer tout de suite le deuxième type de monstre. C'est tout à fait possible. C'est franchement un peu difficile à faire, mais ça fait partie des techniques qu'on peut faire pour faire ça. Les boss, hop, n'ont pas cette truc-là parce qu'ils sont actifs sur toute la tuile. Donc s'il y avait un boss sur cette tuile-là, il serait actif quoi qu'il arrive. Eux, il y a certains boss, certains ennemis qui peuvent avoir tuile. Voilà, donc ça fonctionnera à ce moment-là comme les boss. Donc, je vérifie s'il y a un type actif sur la partie. S'il y en a un, je vais résoudre la carte. S'il n'y en a pas, je ne résous pas la carte. Je remets à 0. C'est terminé. Donc maintenant, je fais l'événement. Les héros dans les ombres sont... Donc là, je lis l'événement et c'est généralement un si alors. Alors là, c'est pas un si pour cet événement-là. Donc chaque boss est associé à 10 cartes ténèbres différentes. Les héros dans les ombres sont détectés et ne peuvent pas y retourner jusqu'à la fin du TH, du tour des héros. Donc les ombres, c'est un pouvoir spécial du brigand, que je vous expliquerai quand je détaillerai le brigand. Il se planque. Les rats, le roi de rats, qui est une espèce d'assemblage de plein de rats, c'est une légende. Enfin, cherchez, c'est pas roi des rats. Hein. Nous ne sommes pas gourés dans notre traduction. Vous chercherez roi de rats et vous verrez à quoi ça correspond. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont des rats attachés par les queues les uns aux autres. Enfin, c'est à moitié une légende, on ne sait pas trop. Donc ça, on fait l'événement. Il peut y avoir des événements. Je vous ai sorti une deuxième carte. Pour ce TT, la pénalité, tour des ténèbres, donc la pénalité de menace se déclenche à 8. Mais vous pouvez avoir aussi, hop, je vais en chercher une autre. Hop. Lancer un dé pour chaque héros adjacent à notre héros, etc. Ok. Si aucun héros n'est distant de 2 cases ou moins d'un autre héros, renfort immédiat. Voilà. Donc ça c'est important. La règle, s'il y a marqué renfort, dans cette partie d'événement-là, il ne se produit que s'il y a un entre sur la tuile. S'il n'y a pas d'entre sur la tuile, cette partie-là ne fonctionne pas. Il y a certaines cartes qui n'utilisent pas le mot-clé de renfort, mais qui dit 4 sbires apparaissent sur un bord de tuile, par exemple. Elle est là, cette carte-là. S'il y a moins de 5 sbires, 4 sbires apparaissent sur le bord de tuile le plus proche des héros. Ça a lieu qu'il y ait un entre ou pas. Sachant que moi, souvent, je fais des renforts. Moi, de temps en temps, enfin, à un moment dans le jeu, je sais pas si c'est trop valable maintenant avec toutes les cartes ténèbres, je faisais le renfort même s'il n'y avait pas d'entre, parce que les conditions si alors arrivent pas souvent. Enfin, certaines n'arrivaient pas très souvent, et donc dans ce cas-là, je faisais, si la condition était remplie, je faisais quand même le truc. Je faisais quand même l'événement, un renfort par un bord de tuile. Bon, bref. Donc une fois cet événement est fait, vous faites la phase de pénalité de menace. Donc ça n'a lieu, 1, que si quelqu'un est à 10 de menace. 2, si l'événement vous dit que le seuil de déclenchement est inférieur. Par exemple, pour ce TT, la pénalité de menace se déclenche à 8. Donc s'il y a au moins un héros à 8 ou plus de menace, ça le déclenche. Si on est plusieurs à être à 8 ou plus, ou plusieurs à 10, ça ne le déclenche qu'une seule fois. Donc ici, les trésors apparaissent après 4 monstres tués jusqu'à la fin de l'acte. Il faudrait que je le corrige, tiens, parce que c'est plutôt 4 sbires tués.
jusqu'à la fin de l'acte. Sachant que c'est une très vieille carte, ça, qui date du premier Kickstarter. Qui ne sera pas retiré lors du deuxième Kickstarter. Donc ça ne sert pas à grand chose. Donc une fois qu'on a fait la pénalité de menace, on va faire l'activation. Si vous regardez, il y a... on active d'abord les sbires, ensuite les capitaines, ensuite les mini-boss, ensuite les boss... voilà. Donc on les fait dans cet ordre-là. Sachant que les mini-boss, les agents sont considérés comme des boss. Donc ils jouent en premier lors de la phase de boss. Ils jouent en tout premier lors de la phase de boss. Ils ne jouent pas comme des mini-boss. Comment on va résoudre ça? On va faire d'abord tous les mouvements, ensuite toutes les attaques. Donc on fait les mouvements de tous les sbires, le mouvement de tous les capitaines, le mouvement de tous les mini-boss, puis le mouvement de tous les boss, ensuite tous les sbires attaquent, ensuite tous les capitaines attaquent. Sachant que cette activation-là peut changer en fonction des cartes. Vous voyez les cartes de Ali, qui est un des boss des extensions. Il fait jouer les capitaines en premier, les sbires ensuite, et il peut y avoir vraiment un peu de tout. Lui, c'est les mini-boss en premier. Voilà. Donc c'est sur les 10 cartes en question d'un boss, et c'est toujours strictement identique. Donc l'un des intérêts de tout mélanger, qui est un peu un mode pas hardcore, faut pas exagérer, mais voilà, c'est qu'il y a un peu moins de prévisibilité sur tout ça. Ça peut être une bonne chose ou pas une bonne chose, ça dépend un peu de ce que vous attendez du jeu. On va faire d'abord tous les déplacements, ensuite, donc on a dit toutes les attaques, voilà. J'ai oublié de vous parler d'un type de monstre qui n'existe pas encore, qui s'appelle les commandants. Ils existent à partir du deuxième Kickstarter, donc ils ne sont pas encore livrés. Ils sont associés à un type et ils donnent des bonus à leur type. C'est l'intermédiaire entre un capitaine et un mini-boss. Ils donnent des bonus à tous les sbires, par exemple, ou même au capitaine de ce rang-là. Ce sont des nommés. Donc, c'est pas un capitaine, en fait. Enfin, c'est pas un sans âme. C'est Monsieur Machin. Bon, il s'appelle pas Monsieur, hein, mais voilà. C'est un nommé. Il a une fonction particulière, il aura une fonction particulière dans le deuxième Kickstarter, c'est que vous pourrez, en mode aventure, les capturer avec des cartes spéciales et les interroger. Si vous arrivez à le faire, il va vous révéler la cache secrète d'un boss, ce qui vous permettra d'affronter librement un boss lors d'une tuile à venir, avec des gros bonus, 2 des 10 pour toucher supplémentaire et 1 de dégâts sur toutes les actions d'attaque. Donc, par exemple, si vous êtes trop short pour tuer un boss, on va dire à la régulière, ça peut être une technique pour essayer de l'affronter. Je reviens à mon activation, et là, c'est là où ça va un petit peu se gâter. Alors, la première chose qu'il y a à savoir, c'est que pour accélérer le jeu, donc on va commencer par les déplacements. Donc déjà, la première chose que les monstres vont devoir choisir, c'est leur cible. Et c'est là où la liste des priorités qui est tout à droite va jouer. Donc proximité fois moins de vitalité. Donc là, c'est pour savoir qui ils vont attaquer. Avant ça, il y a une procédure pour gagner du temps. Parce que cette procédure peut être un petit peu longue. Si il y a quelqu'un adjacent à un monstre, et que c'est un monstre de mêlée, donc lui par exemple, c'est un monstre de mêlée, lui c'est un monstre de distance, et ben il ne va pas se déplacer. Lui, s'il est adjacent à lui, quoi qu'il arrive, l'acolyte sera sa cible, mais il va se déplacer, c'est un distance, pour se mettre à portée maximale. Bon, je rappelle, les errants tapent seulement 2 cases, 2 cases. Il va essayer de se mettre le plus loin de tous les ennemis possibles. Concrètement, ça, c'est aussi loin que ça, mais on est légèrement plus loin que. Donc ça, c'est comment ça s'appelle, c'est un moyen d'accélérer un peu cette phase de sélection de cible. Ensuite, comment on va faire? Hop. Ensuite. Hop, on va mettre des monstres. Alors c'est un peu particulier parce que ces monstres-là, ils se déplacent pas très vite.
Hop. Donc on va les mettre là. Ensuite, la procédure, c'est quoi? On va choisir, pour savoir quelle cible ils vont avoir, on va prendre le monstre le plus proche de un héros. Là, ils sont tous à 1, 2. Ceux-là, ils sont à 1, 2, 3 cases. 1, 2. Donc lui, on va l'appeler le scout. L'éclaireur, pardon, en français. Lui, ça va être le scout. Donc la première chose pour savoir qui ils vont attaquer, donc je suis toujours dans la phase de mouvement, de sélection des cibles, des sbires. Donc lui, il va jouer. Je vais regarder sa liste de priorités. Hop, sa liste de priorités, c'est proximité fois moins de vitalité. On va prendre les critères dans l'ordre et on va regarder qui est-ce qu'il peut taper. Donc, en gros, là, il va taper le mec le plus proche de lui mais qu'il peut atteindre. Ça, c'est très 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 important. Donc, par exemple, bon là, l'exemple est mauvais. Enfin, il faut pouvoir être en mesure, avec son déplacement, d'attaquer sa cible. Les gens qu'on ne peut pas attaquer, donc par exemple, elle, il peut définitivement pas l'attaquer parce qu'elle est trop loin. On la retire de la liste. On se pose même pas la question de si on peut l'atteindre ou pas. Ensuite, donc lui, il va regarder. Donc c'est proximité, son premier critère. Donc son premier critère, c'est donc lui, puisque en faisant une case de mouvement, enfin les deux, pardon, excusez-moi, les deux sont aussi proches, puisque en faisant une case de mouvement, je vais pouvoir taper les deux. Donc, égalité sur le premier critère. Je regarde le deuxième critère. Fois. Fois, c'est le symbole de l'acolyte. Lui, c'est rage. Lui, c'est foi. Donc, il va choisir l'acolyte comme cible. Donc, je vous ai dit que les morts-vivants jouaient comme les instinctifs. Donc, ils s'arrêtent à la première case possible d'attaque rencontrée. Il vient là, il peut taper lui. Alors, je vous ai dit que c'était un éclaireur. Pour accélérer cette phase-là, un éclaireur, donc celui qui est le plus proche d'un héros, va emporter avec lui tous les monstres qui sont adjacents. Donc lui, on ne regarde même pas sa liste de priorités, on sait que c'est lui. En l'occurrence, ce serait aussi la même cible, mais il est possible tout à fait que ce soit pas que lui, si on le prenait individuellement, il puisse attaquer, enfin que sa meilleure cible soit lui. Ce serait tout à fait possible. Par exemple, si on était dans une configuration... Si on est dans une configuration comme ça, lui, il va choisir lui comme cible. Pourquoi? Parce qu'il est à proximité une case. Donc, il va... Et il entraîne lui avec lui. Hop. Et ils attaquent tous les deux lui. En revanche, si lui, il est là, lui, il va attaquer lui. Lui, ensuite, son critère, c'est la proximité. Ce sera le soldat et pas lui. Ok? Donc, on choisit un éclaireur, c'est le plus proche. Il embarque, on regarde qui tape. Il embarque tous les mecs qui sont autour de lui et qui peuvent taper sa cible. Donc, ça, c'est toujours un critère, voilà. Et il les embarque. Donc, hop, on va faire, on ferait comme ça. On va le remettre là où ils étaient, parce que je pense que je vais en avoir besoin. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si jamais... hop, qu'est-ce qu'on fait si jamais ils sont tous à la même distance? Donc là, pour savoir quel est l'éclaireur. Donc là, 1, 2, 2 cases. 1, 2 cases. Ils sont tous à 2 cases de mes deux héros. Pour choisir l'éclaireur, on prend celui qui est orthogonal par rapport à un ennemi. Donc lui, par exemple, il est orthogonal sur une ligne orthogonale. Donc ça va être lui l'éclaireur. Ça va pas être lui. Donc ça va être lui l'éclaireur. On va choisir sa cible. Il va venir ici. Et lui, il va taper là. Pour pouvoir taper lui. Ensuite, bah, on continue la même procédure.
Donc là, on regarde 1, 2, 3 cases. 1, 2, 3 cases. Donc les deux sont adjacents. Lui, il est à 3 cases orthogonales de lui, alors que lui, il est à 2 cases orthogonales de lui. Donc le prochain à choisir sa cible, ça va être lui. En l'occurrence, ils ne vont pas jouer... hop, ensuite, il vient là. Ok. Donc on va faire tous les déplacements, sachant que ils vont se déplacer vers leur cible la plus proche. S'ils ne peuvent pas atteindre les cibles, ils vont tout simplement se déplacer toutes les cases les plus proches. Ça va vous paraître un petit peu complexe au départ. C'est quelque chose qui vient très vite. On arrive assez vite à deviner comment ils vont jouer. Ce qui veut dire que les errants comme ça, on va jouer... alors je vous ai dit une bêtise, parce que lui c'est un errant à distance. Donc les monstres distance se mettent à portée maximale pour pouvoir taper leur cible de choix. Sachant que les monstres peuvent tirer par-dessus, un peu comme l'archer, ils n'ont pas de problème de ligne de vue, ils peuvent tirer au-dessus de leurs potes parce qu'ils n'ont pas peur de les blesser. Ça n'arrive pas, mais ils peuvent tout à fait tirer. Donc, en étant là, on regarde proximité, 1, 2, 3 cases, 1, 2, 3 cases. Donc en fait, en réalité, si lui, il commence son tour ici, il est à la même distance de ces deux-là. Donc il va choisir son deuxième critère, qui est la foi. Et voilà. Donc il va choisir... hop, il va choisir l'acolyte. Donc il va se déplacer d'un. Hop, pour pouvoir être à 2 cases de l'acolyte et pouvoir le taper. Donc par exemple, lui, il a eu un troisième critère qui est moins de vitalité. Donc il va taper celui à qui il lui reste le moins de points de vie. Si jamais on est à égalité sur ces 3 premiers critères, il y a un critère commun à tous les critères, c'est celui qui a le moins de vitalité. Donc pour lui, ça ne change pas, mais si vous regardez les monstres, il y en a qui ont pas du tout moins de vitalité. Alors là, on est un peu dans la même thématique, mais lui, par exemple, le chien, là, qui est un private joke lié à la première campagne Kickstarter, il ne tape pas du tout celui qui a le moins de vitalité. Mais si on est à égalité sur les 3 premiers critères, le 4e critère, c'est celui qui a le moins de vitalité qui se fait taper. Si on est encore à égalité au bout de ce 4e critère, 5e critère, c'est au choix des joueurs. On ne se prend pas la tête, c'est les joueurs qui choisissent en cas d'égalité de sélection de cible. Il y a des critères, il y en a tellement. Il y a celui qui a le plus de menaces, par exemple. Pour les orques, c'est pratiquement, ils tapent celui qui a le plus de menaces. Les rats, par exemple, sont pas courageux, donc ils tapent en premier celui qui a fait le moins de menaces. Vous voyez, c'est complètement l'inverse. Donc il faut bien comprendre comment vont jouer les monstres, pouvoir anticiper, savoir qui va se faire taper, qui va avoir... Si vous avez beau avoir toutes les interruptions du monde, que vos interruptions vous servent à vous défendre, si on vous tape pas, ça servira pas à grand chose. Donc une fois qu'on a déplacé tous ces ennemis-là, on va déplacer les capitaines, parce que la carte, on dit que c'est la carte qui déplace les capitaines. Donc ce capitaine-là, c'est un monstre qui tape à distance, il va faire ses cases de mouvement, on fait exactement pareil, il choisit sa cible, etc. L'idéal, c'est qu'il se mette pile hors de portée, enfin pile à la limite de portée pour pouvoir taper. La règle, si jamais c'était un monstre de corps à corps, ça. La règle officielle, c'est que ils peuvent pas se traverser les uns les autres. Perso, je conseille très vivement que les gros monstres poussent gentiment les petits monstres. Ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Et je peux vous dire que quand il y a un capitaine orc de 250 kg, le petit orc de 30 kg qui est devant ne le bloque pas et ne l'empêche pas de taper sa cible. Il faut bien entendu qu'il soit en mesure de taper sa cible. Donc ça, ou un boss de 10 mètres de haut. Moi, c'est vraiment une des règles maison hyper simple à faire. Voilà, vous le décalez sur une case adjacente. Nous, comme c'est déjà un désavantage, on le met plutôt dans une case arrière s'il est capable. Vous voyez, donc il se met sur une case adjacente à celle-ci. S'il y avait ça, ça peut se discuter s'il le pousse ici ou là. Nous, on considère qu'on le pousse quand même plutôt en arrière. Il fait pousse-toi, il le dégage vers l'arrière et voilà. Ça évite un peu la double peine. Voilà. Bon, en l'occurrence, ce sans-âme là ne tape pas au corps à corps, mais tape à distance. Là, il a combien de mouvements? Il fait 3 de mouvements, donc quoi qu'il arrive, il pourrait pas taper.
Donc il ferait, hop, il ferait 1, 2, et puis 3 on va dire. Hop, il vient ici et il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Donc il ne peut pas taper puisque son attaque a 4 de portée. Lui il ferait pareil. Hop, donc on s'en fout. Hop, vous me pardonnerez l'approximation. Il essaye de se rapprocher le plus possible de sa première cible, c'est-à-dire proximité et foi pour eux. L'avantage des... Bon, ça va plus vite parce que le même type, vous voyez, les errants et le capitaine ont les mêmes priorités. Ensuite, on va gérer les attaques des monstres. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement comme les attaques des héros. Pour les sbires, donc par exemple, si on dit que ces deux-là tapaient lui, et puis lui, il n'avait pas assez de portée, il arrivait là. Donc, pour les sbires, on jette les dés en même temps. Donc il y en a deux, ils sont deux, ils me tapent. Donc on lance les dés, 1, 8 et 1, 1. Il réussit ses attaques sur 7+, donc il va me faire 1 de dégâts. Il va me faire 1 de dégâts. Là, bien entendu, si j'avais des cartes interruption, donc bon, c'est pas le bon perso, mais si j'avais des cartes interruption qui disaient à jouer après une attaque ennemie réussie, par exemple, là, c'est une attaque ennemie réussie, jouer cette carte après, je prends la carte, c'est pas du tout cet effet-là, hein, mais je prends la carte, je la joue, je dépense éventuellement mes points d'action, et c'est marqué dessus, ignorer cette attaque. Donc là, au lieu de me prendre 1 de dégâts, je ne prendrai pas le dégât. Si jamais c'est une attaque comme celle du sans-âme dont je vous ai parlé, donc je prends mes 2 dés, je fais ma première attaque, donc là, 1, 3, 2, 3, donc il rate ses deux, il réussit sur 5+, il rate sa première attaque, il fait sa deuxième attaque, donc s'il était là, hein, bien entendu, il fait un 8 et un 3, il fait au moins une réussite, donc c'est une attaque réussie, il fait 1 point de dégâts. S'il avait fait un 8 et un 8, c'est quand même qu'une seule attaque, donc il aurait fait qu'un seul dégât. En revanche, comme il a réussi sa deuxième attaque, il lance son dé. Et là, s'il fait un... Vous pouvez le lancer en même temps. Hein. S'il fait un ténèbre, ce qui n'est pas le cas, parce que ça c'est le symbole nature, eh ben, il m'infligeait malédiction 1. La liste des malédictions est écrite ici, hop, dans cette aide de jeu. Réduit la limite de main de 1, ne disparaît que si la condition est soignée. Donc la limite de main, c'est le nombre de cartes qu'on va piocher. Donc au lieu de compléter ma main à 5 cartes à la fin du prochain tour, je piocherai ma main que je compléterai ma main qu'à 4 cartes. C'est soigné par exemple par des cartes de l'acolyte qui disent soigner toutes les conditions. Elle ne va pas disparaître toute seule, alors que certaines conditions disparaissent. Donc on va faire les attaques de tout le monde dans l'ordre. Donc d'abord mes sbires, ensuite tous les sbires qui peuvent attaquer. Qui vont attaquer tout le monde. Généralement, on fait lancer les dés par quelqu'un d'autre. Ensuite, tous les capitaines vont attaquer. Ensuite, éventuellement, tous les mini... je sais plus quelle carte j'avais pris. Ensuite, tous les mini-boss. Ensuite, tous les boss. Bon, c'est très entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais plus d'un sbire. Plus d'un boss. Ok... ensuite, si c'est quelqu'un qui a une ligne spéciale, eh ben, on prend 4 dés comme ça. Hop, par exemple pour Yardou, on prend même ces 5 dés, allez, hop. On prend ces 5 dés, on va les faire, on va les lancer. Donc là, et là on regarde si on obtient. Donc on regarde déjà, est-ce qu'il y a un ténèbre? Donc on sait qu'il n'y a pas de ténèbres, donc lui il peut pas, comme il y a ténèbres dans ces deux lignes de formule de destin, on sait qu'il ne déclenchera pas. Si c'était lui par exemple, il a un résultat nature, elle par exemple, pardon, Talcia, elle fait désespoir infini, on regarde ce que fait désespoir infini, bon j'avais choisi, sélectionné ça, elle se déplace à nouveau et elle réattaque. Cet effet peut être résolu plusieurs fois jusqu'à ce que tous les héros et alliés aient été attaqués. Donc elle va potentiellement enchaîner les attaques. Je l'ai déjà dit je pense, mais chaque ligne ne peut être déclenchée bien entendu qu'une fois. Sur certains pouvoirs, en revanche c'est marqué, inflige un dégât supplémentaire par symbole rage obtenu par exemple. Donc là, c'est un des cas particuliers, c'est précisé sur la carte, ça contredit les règles. Une fois cette phase d'activation terminée, tout le monde a été activé, je pense que je vous ai dit, les monstres ignorent les antres comme ça. Leur ligne de vue est bien entendu bloquée par les zones rouges. Donc, alors on n'en voit pas ici des zones rouges, on en a parlé, des zones entourées de rouge.
Ça, par exemple, voilà, c'est entouré de rouge. Donc ça bloque bien les lignes de vue des monstres. En revanche, les vrais antres, donc ce qui génère des monstres, ça, c'est pas un antre. Hein, ça sert à quelque chose dans le scénario-là, mais c'est pas un antre. Les vrais antres d'Impie ressemblent... ce sont les crânes qui sont là. Les monstres du type de l'antre en cours peuvent tirer au-dessus de leur propre antre et au-dessus de leurs copains, enfin de toutes les figurines. Pour les ennemis, on se prend pas la tête, ils peuvent tirer par-dessus, on s'en fiche. C'est très important, sans rappeler, ils se gênent pas trop les uns les autres. L'objectif, c'est aussi d'accélérer cette phase-là de sélection des cibles. C'est un des cœurs de jeu de l'IA du jeu, c'est de bien comprendre ce qui va se passer, qui va se faire attaquer. Bon, je l'ai déjà dit, je suis un peu désolé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase tout en bas de la carte. Donc ça, on suit l'ordre, on se prend pas la tête. Renfort. Donc ça, pour chacun des antres actifs sur la tuile, donc des antres dont le type est actif. Donc par exemple, si on n'a pas tapé le deuxième groupe de monstres qu'on a déterminé au début du tour qui n'allait pas jouer, il ne génère pas de renfort. En revanche, si vous avez 2 antres ou 4 antres même actifs sur la tuile, chacun va faire le renfort qui est écrit tout en bas. Donc là, c'est un renfort lourd, voire carte sbire. Donc, elle est marquée là, renfort lourd, un errant, un sans âme. On les met le plus proche possible de l'antre, le plus proche possible du héros le plus proche. Voilà. Donc, si jamais j'ai un antre ici, hop, je vais faire apparaître mon renfort là et là. Voilà, le plus proche. Si jamais toutes les cases autour sont prises, bah on tourne autour, quoi. On tourne autour pour être toujours le plus proche, qu'ils aient le moins de déplacements à faire possible. Ensuite, donc ce renfort-là. Alors, il y a une règle spéciale. Si jamais vous n'avez pas assez de figurines pour le placer sur l'antre. Sachant que les chiffres, on va dire, de monstres conseillés, on va dire, c'est 20 sbires, 4 capitaines, un commandant, bon ça, un mini-boss, mais bon ça, de toute manière, les commandants et les mini-boss, ça ne peut être que 1 concrètement. Donc c'est 20 et 4. Moi j'ai un Kickstarter un peu amélioré avec beaucoup plus de figurines, une 30aine par race, ça ne sert à rien personnellement je trouve, et c'est même contre-productif. Vous mettez trop de monstres sur la tuile, ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, pour chaque capitaine que vous ne pouvez pas placer, vous rajoutez un point d'action sur la progression des ténèbres. Et à l'instant, je viens d'avoir un trou de mémoire. J'aurais dû vérifier. Je suis un peu désolé. Et c'est tous les 3. Je crois que c'est également, mais je me demande si je confonds pas, tous les 3 monstres ou tous les 2 sbires, pardon, ou tous les 3 sbires. De mémoire, c'est tous les 3 sbires. Je suis en train, en même temps, je suis un petit peu désolé de vérifier ça dans le livre des règles parce que j'ai un petit doute. Hop. Alors, je suis vraiment désolé. Alors, je cherche la phase de renfort. Ok. C'est une règle qui a été ajoutée. Donc c'est bien 3 sbires. Donc manquant arrondi au supérieur. Donc si jamais il vous manque un sbire à placer, bah, vous rajoutez quand même 1. De 1 à 3, c'est 1 sbire. De 4 à, c'est 1 point d'action, pardon. De 4 à 6 sbires manquants, vous rajoutez 2 points. Ensuite, ces renforts-là, ils peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. Enfin, il faut vraiment lire ce qui est marqué.
Par exemple, Ya, qui est le boss des élémentaires, a une affinité très forte avec la magie. Renfort standard, puis toutes les cartes persistantes des héros sont supprimées. Donc ça vous supprime vos buffs, vos bonus de l'acolyte par exemple. Renfort standard, les monstres qui apparaissent sont activés immédiatement. Donc comme vous faites les étapes dans l'ordre, normalement l'activation a lieu juste avant la phase de renfort. Bien entendu, des monstres qui apparaîtraient dans la phase événement, et ben, joueraient immédiatement dans l'activation. Et ben là, ce renfort agressif là, on fait le renfort standard et hop, tous ceux qui viennent d'apparaître, on les fait jouer. On les fait jouer. Il y a des effets vraiment très différents. Très différents. Je crois que je vous ai tout expliqué sur comment jouer les monstres. Ça va pas vous montrer beaucoup de diversité, mais je peux vous dire que affronter des élémentaires où il y a 3 types de sbires différents, de feu, d'air et de terre. L'élémentaire de terre qui va absorber le premier dégât tous les tours. L'élémentaire de feu qui va vous faire des dégâts si jamais vous l'attaquez. Les hommes rats qui vont, plus ils sont nombreux à vous taper, bah, et quand ils attaquent en bande, bah, ils auront des bonus pour vous toucher, etc. Il y a des feelings très différents en fonction des races, de ce qu'on va affronter. Donc le cœur du jeu, je viens de vous l'expliquer entre la 3e vidéo et la 4e, c'est ça. Lors de la 5e vidéo, je vais vous expliquer les particularités de chacune des 5 classes de base. Donc je ne vais pas expliquer toutes les cartes une par une, mais je vais en choisir certaines très précises. Et chaque mécanique, parce que chaque héros, c'est aussi ça l'intérêt à non seulement un deck de cartes, mais aussi une mécanique très particulière. Donc ça, ce sera la 5e vidéo. Et la 6e vidéo sera probablement toutes les petites règles, parce que là, je ne vous ai pas tout expliqué, qu'il faut rajouter à cela, qui sont un petit peu difficiles à classer et que je vais essayer de rajouter. J'espère que cette 4e vidéo vous a plu. Je vais essayer de ne pas couper l'enregistrement trop tôt cette fois, que je puisse vous dire au revoir. Je vous dis à bientôt.